En juin 2024, deux pays ont signé un traité qui a choqué le monde entier. Il ne s'agissait pas seulement d'un autre accord qui valait à peine le papier sur lequel il était imprimé, il était qualifié de partenariat stratégique global, enveloppé dans les promesses pompeuses d'un nouvel ordre mondial équitable et multipolaire. Il s'agissait d'une déclaration de guerre contre les États-Unis et leurs alliés. Cela semble honorable, n'est-ce pas? Pas quand on connaît les personnes impliquées. La Corée du Nord et la Russie. La Russie, une nation méprisée qui subit les conséquences de son conflit catastrophique en Ukraine, se trouve d'un côté. De l'autre, la Corée du Nord est un État nucléarisé et fermé, dirigé par un homme dont la politique est aussi impressionnante que sa coiffure. Pourtant, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant suprême Kim Jong-un ont réussi à s'entendre dans ce monde rude et chaotique. Un couple autoritaire fait l'un pour l'autre. La Corée du Nord a déployé plus de 10 000 soldats en Russie avant la ratification de l'accord entre la dictature la plus instable du monde et la superpuissance potentielle la plus agressive qui soit. L'OTAN a immédiatement condamné cette action comme une escalade dangereuse. Toutefois, l'OTAN et même Poutine n'étaient pas conscients que ces troupes ne constituaient pas une menace. Imaginez un défilé militaire avec des soldats moins aguerris au combat et davantage de figurants mal préparés. Vu de l'extérieur, il était clair que Kim ne donnait pas le meilleur de lui-même. Poutine est tombé dans le panneau en envoyant ses restes. Analysons cette énorme blague sur Poutine et sa relation avec le conflit en Ukraine. Nous devons examiner de plus près ces forces nord-coréennes afin de comprendre comment cette farce a pu se produire, ce qu'elles font, où elles se trouvent et pourquoi Poutine a cru qu'elles pourraient résoudre ces problèmes. Les dernières estimations font état d'un nombre total de soldats nord-coréens en Russie d'environ 11 000, bien que les estimations divergent depuis des semaines. Environ 2 000 d'entre eux ont rejoint les soldats russes, tandis que les 9 000 restants servent d'unité de réserve, ce qui semble faire partie d'un plan visant à couvrir des sites secondaires, selon le service de renseignement de défense ukrainien GUR. Ces tâches, qui libèrent les soldats russes pour le combattre sur le front, comprennent l'entretien des stations d'observation, le creusement de fortifications et la protection des points de contrôle, mais selon certains rapports, cela pourrait n'être qu'un début. Selon les services secrets ukrainiens, Pyongyang pourrait à terme envoyer jusqu'à 100 000 soldats. Si ces forces armées n'étaient pas totalement inefficaces, ce serait certainement une idée effrayante. Nous ne devons toutefois pas nous précipiter. Selon les rapports, ces soldats nord-coréens sont arrivés en Russie en octobre et ont ensuite entrepris le voyage de 6 400 km de Vladivostok à Koursk. Le gros de ces troupes s'est installé dans la région de Koursk et soutient les formations russes telles que la 11 brigade aéroportée séparée et le 22 régiment de tirailleurs motorisés. La Russie aurait rassemblé 50 soldats, dont des Nord-Coréens, dans le seul but de reconquérir les terres dont l'Ukraine s'était emparée lors de son attaque estivale. La composante nord-coréenne soutient les efforts de Poutine pour remédier à la pénurie actuelle de main-d'œuvre en Russie, sans pour autant stimuler une mobilisation de masse qui serait politiquement dangereuse. Poutine a besoin de tous les soldats supplémentaires qu'il peut trouver car le nombre de victimes s'élève à 762 000 selon les estimations et le recrutement est à la traîne. Mais comme on le dit si bien, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Poutine doit actuellement faire l'expérience qu'il est parfois préférable de ne pas avoir de soldats, plutôt que d'hériter d'une armée si incompétente qu'elle constitue pratiquement un fardeau. Les soldats qui ont été transférés en Russie ne sont rien d'autre que les parias de la Corée du Nord, incompétents, incapables et totalement non qualifiés. Ils sont plus un groupe de parias militaires qu'une armée, mais ceux qui connaissent de bien l'armée nord-coréenne ne devraient pas s'en étonner. Avec 1,3 million de membres actifs, la Corée du Nord possède certes l'une des plus grandes armées du monde. Mais pour Kim, seule la quantité compte, la qualité n'est définitivement pas élevée. Au lieu de se concentrer sur des techniques de combat modernes, l'ensemble du système de l'armée nord-coréenne est basé sur la violence pure et simple. Certains soldats nord-coréens envoyés en Russie avaient reçu une formation si médiocre et obsolète qu'ils ne pouvaient même pas tenir une arme sans la lâcher. Cela n'a évidemment rien de choquant si l'on considère que leur formation présente également des lacunes considérables. Il manque cruellement d'équipements modernes, de carburant et de munitions. Comme elles sont souvent détournées pour soutenir une économie civile chancelante, les transfuges nord-coréens déclarent souvent que de nombreuses troupes passent plus de temps à cultiver des pommes de terre qu'à tirer des armes. Même la soi-disant élite, les forces spéciales ne font pas beaucoup mieux en raison d'une mauvaise gestion interne et de rupture de la chaîne d'approvisionnement causée par les sanctions internationales.
Leur équipement est souvent indisponible. Un soldat en colère s'est exclamé dans des messages radio russes interceptés « Qu'allons-nous faire d'eux ?», exposant ainsi l'inutilité du déploiement de telles troupes. Quelques expressions de force de plus dans cette attitude en disent long sur l'état de préparation au combat des forces armées nord-coréennes. Pour être honnête, les soldats nord-coréens continuent toutefois d'endurer plus de privations que leurs collègues russes. Après tout, ils sont en fait des représentants ambulants de la crise alimentaire persistante du pays. Il est donc compréhensible que les Nord-Coréens en Russie ne soient pas en mesure de pratiquer certaines activités physiques de base, comme le jogging sur 20 mètres. Bien sûr, cela n'est pas inhabituel pour une population habituée à la famine, mais pour les soldats, c'est vraiment difficile. Même les rations militaires sont insuffisantes, car on pense à tort que les soldats affamés sont plus résistants. Ils mangent généralement des racines bouillantes, des restes à peine comestibles, une poignée de maïs et occasionnellement de petites quantités de riz qu'ils trouvent dans la campagne. Par le passé, des soldats nord-coréens désespérés par l'approvisionnement en nourriture ont commis des crimes en attaquant des habitations de civils, des entrepôts de nourriture et même des cuisines militaires pour voler tout ce qui était comestible. Dans un cas particulièrement horrible, 2 soldats affamés ont volé de la nourriture dans un jardin d'enfants, tuant une mère et sa fille. Par désespoir, les soldats deviennent des barbares, ils ont même de mauvais chefs. Selon un rapport, des fonctionnaires de haut rang chargés de projets de construction à la frontière semblaient sur le point de s'effondrer en raison de leur malnutrition extrême. Leur apparence émaciée montre à quel point il est difficile de maintenir la cohésion et la discipline des troupes lorsqu'elles peuvent à peine se tenir debout, et encore moins être impliquées dans un combat. Il en va très probablement de même pour les 3 généraux nord-coréens qui auraient été envoyés pour diriger les troupes en Russie. On pourrait maintenant se demander si la Russie ne leur apparaîtrait pas comme un refuge au vu des terribles conditions qui règnent dans leur pays d'origine. Si les forces nord-coréennes ne mourraient pas également de faim en Russie, la réponse pourrait être oui. Cet optimisme n'a toutefois été que de courte durée, malgré des rumeurs antérieures selon lesquelles Moscou aurait bien traité le premier groupe de soldats nord-coréens afin d'en attirer d'autres. En fait, le stress est la seule chose qui pèse sur les troupes à Koursk. L'approvisionnement alimentaire insuffisant a été critiqué par les soldats nord-coréens à qui l'on avait promis de meilleures conditions de vie. Les autorités russes ont dû intervenir pour mettre un terme à l'escalade de la violence. Le commandant adjoint du district militaire de Leningrad pour le soutien des ressources, le major général Mevloutov, a été envoyé pour surveiller la situation. À son arrivée à Koursk, il a ordonné à la 11e brigade aéroportée russe de la garde de redistribuer immédiatement les vivres, mais même s'il n'y avait pas assez de nourriture pour les troupes nord-coréennes en Russie, elles ont découvert autre chose, une étrange forme de liberté. Les troupes nord-coréennes ont été poussées dans un monde pour lequel elles étaient mal préparées lorsqu'elles ont été envoyées en Russie. Ils n'ont aucune idée du monde extérieur et encore moins des opérations de combat modernes puisqu'ils viennent d'un des pays les plus reculés du monde. Pour eux, les chars et les tracteurs agricoles sont une seule et même chose, ce qui prouve leur manque de connaissance des équipements militaires modernes. Ce n'est toutefois pas la seule chose qu'ils ignorent. Lors de visites dans d'autres pays, les transfuges nord-coréens ont été surpris de découvrir des installations de base comme l'eau courante, l'électricité et des aliments sains, et ce ne sont que les premiers pas. Certains soldats nord-coréens en Russie, qui y entraient pour la première fois en contact avec Internet, auraient y passé une grande partie de leur temps libre à regarder du porno en ligne. On a certes promis à Poutine de bons soldats, mais il a reçu à la place une troupe ayant subi un choc culturel qui l'a mise dans une situation dangereuse et l'a rendu incapable de se battre ou de réfléchir. Kim a vraiment réussi un coup brillant. Il a humilié son prétendu allié tout en se débarrassant de ses soldats indésirables. Soyons honnêtes, mais Poutine est également coupable. Il est tombé directement dans le piège, même si Kim l'a peut-être piégé. À quoi s'attendait-il que des troupes étrangères qui ne connaissaient rien à la Russie et n'avaient jamais participé à une guerre allaient soudainement devenir une force de combat impressionnante? Rien que sur la base de ces 2 préoccupations, Poutine aurait dû se rendre compte que c'était une erreur d'accueillir des troupes nord-coréennes. Parlons maintenant de l'expérience de combat et des domaines dans lesquels les choses tournent vraiment mal. En ce qui concerne la guerre moderne, les soldats nord-coréens sont pratiquement inexpérimentés. En fait, la bataille de Koursk est la première bataille importante à laquelle de nombreux soldats ont assisté depuis la guerre de Corée au début des années 1950. C'était il y a plus de 70 ans. Ne vous méprenez pas, les troupes nord-coréennes ont déjà été déployées à l'étranger, mais de manière limitée. Pendant la guerre du Vietnam, elles ont envoyé une équipe de guerre psychologique et moins de 100 pilotes. Lors de la guerre du Yom Kippour, 500 conseillers et spécialistes militaires ont été envoyés. Le problème résidait toutefois dans leur fonction et non dans leur nombre. Ils n'ont pas vraiment combattu en première ligne, mais se sont contentés d'aider les autres.
Ils n'ont donc presque aucune expérience de la conduite de conflits majeurs. Il en va de même pour d'autres missions importantes de la Corée du Nord à l'étranger. La Corée du Nord n'a envoyé que 25 conseillers militaires en Libye dans les années 1980 et 50 conseillers en Ouganda en 1987. Lors de l'incident le plus récent, la Corée du Nord a envoyé 20 experts en Syrie, mais selon d'autres sources, il pourrait y en avoir eu davantage. Ces forces étaient toutefois bien éloignées de la dure réalité des combats sur le front. Poutine a donc reçu des soldats qui n'étaient plus en service depuis des décennies lorsqu'il a cru recevoir des centaines de guerriers hautement qualifiés pour l'aider dans la bataille pour l'Ukraine. Mais contrairement à l'invasion catastrophique de l'Ukraine, il ne s'agit pas ici d'un cas de mauvaise reconnaissance. Poutine a commis une grave erreur dans ce calcul. Pour cette raison, ses troupes actuelles ont passé plus de temps à parader que sur le champ de bataille. Et ce problème ne peut être négligé dans aucune action militaire. Un autre problème à ne pas négliger, la barrière de la langue. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est un problème majeur dans un contexte militaire, en particulier lorsqu'il s'agit de travailler avec des soldats qui n'ont jamais participé à une mission de combat. Le processus compliqué de la coordination militaire exige des ordres précis, des réponses en temps réel et une communication continue. C'est pourquoi la barrière de la langue conduit plus souvent au chaos qu'au bon fonctionnement du système. Selon les rapports, l'enseignement des langues aux soldats nord-coréens en Russie se limite à une centaine de termes militaires de base, ce qui rend l'apprentissage de la langue difficile. Avec un tel niveau d'engagement, cela ne suffit tout simplement pas. Même des malentendus mineurs peuvent avoir des conséquences catastrophiques dans une situation de combat réel. Les Russes leur ont peut-être appris à prononcer « attaque », mais ils ne pourront pas comprendre les subtilités tactiques s'ils ne parlent pas couramment la langue. Par conséquent, même la tentative d'intégrer ces soldats dans des groupes militaires russes subalternes sera comme essayer d'enfoncer un pieu carré dans un trou rond. Les traducteurs seront la seule option des Russes, ce qui n'est guère la meilleure situation dans un conflit en temps réel où chaque seconde compte. C'est pourquoi Poutine a peut-être négligé un aspect important lorsqu'il a imaginé que les soldats nord-coréens s'intégreraient dans les forces armées russes. Ces troupes ne seront pas en mesure d'exécuter correctement les ordres et obtiendront de moins bons résultats que prévu si elles ne peuvent pas comprendre leur commandant. Si l'on considère ce que Poutine a réellement à gagner de cette solution frénétique à la crise de recrutement de la Russie, une attaque directe sur le territoire russe, sa honte n'en sera que plus grande. En effet, en conséquence directe de la décision de Poutine d'envoyer des troupes nord-coréennes, l'Ukraine a reçu l'autorisation de mener des attaques de missiles à longue portée sur le territoire russe. Le premier à avoir autorisé Kiev à utiliser des missiles ATACMS fournis par les États-Unis pour frapper des cibles en Russie a été le président Joe Biden, suivi par les missiles français Scalp et britanniques Storm Shadow. Après le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie, Biden a autorisé l'utilisation de ces armes à longue portée, un sujet controversé depuis des mois. Le déploiement visait en premier lieu les militaires nord-coréens et russes dans la région de Koursk. Selon Poutine, le champ de bataille s'est étendu de 186 miles sur le territoire russe et la Russie est actuellement attaquée. Indirectement, Poutine perd encore plus de terrain à cause précisément des soldats qu'il croyait pouvoir l'aider à gagner. Quel changement de circonstances! Et Kim, il est en effet le véritable bénéficiaire de cette transaction. Tout d'abord, il a licencié ses plus mauvais soldats, ceux qui représentaient plus un fardeau qu'un atout pour l'armée nord-coréenne. C'était la méthode idéale pour faire le ménage et envoyer ses guerriers combattre pour la Russie, loin de chez eux et avec peu de chances de revenir. En fin de compte, nous parlons ici de chair à canon sacrifiable qui se livrent volontiers à la confusion de la guerre et non d'unités d'élite. Et puis il y a l'argent. Selon les rapports, les soldats nord-coréens reçoivent 2000 $ américains par mois de la part du gouvernement russe. La majeure partie de cet argent finit probablement dans les caisses officielles et non dans les mains des soldats. Il s'agit d'une injection financière bien nécessaire pour un pays comme la Corée du Nord, qui souffre depuis longtemps de difficultés économiques et d'un manque de devises. L'avantage nucléaire en est évidemment un autre. Kim a déjà commencé à utiliser le partenariat avec la Russie pour faire avancer les aspirations nucléaires de la Corée du Nord. L'accord entre la Russie et la Corée du Nord pourrait s'avérer révolutionnaire à cet égard. Avec l'aide de Moscou, Kim pourrait faire avancer son programme d'armement nucléaire et améliorer l'image internationale de son pays. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi l'échange de technologies militaires. Bien qu'il s'agisse d'anciennes versions, la Russie se serait engagée à équiper la Corée du Nord d'avions de combat MiG-29 et Su-27. Même si ces jets ne sont pas les meilleurs, ils donnent néanmoins à la Corée du Nord un grand coup de pouce en termes de puissance aérienne, ce qui pourrait s'avérer crucial dans l'espace aérien sensible au-dessus de la péninsule coréenne. Le positionnement stratégique vient en dernier.
Kim consolide sa place dans ce que l'on appelle la nouvelle guerre froide, en renforçant sa puissance militaire et en s'alliant à la Russie. Pyongyang profite des tensions croissantes entre les États-Unis, la Chine et la Russie, alors que le paysage géopolitique est en train de changer. Avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord au centre, une nouvelle et puissante trinité prend désormais forme. Avec ce trio, le gouvernement de Kim se positionnerait comme un acteur bien plus puissant sur la scène. Kim a en fait obtenu ce qu'il voulait, les moyens financiers, le soutien militaire et l'avantage stratégique. Poutine a également dû payer pour cela. Cela soulève à présent la question: pourquoi Poutine devrait-il tolérer plus longtemps ce partenariat corrompu? C'est en fait très simple. Il n'a pas d'autre choix. Secrètement, il peut se mettre en colère. Il est même capable de menacer de faire revenir les troupes nord-coréennes. Mais en public, il doit faire paraître ce partenariat fort. Cette illusion était déjà parfaitement mise en scène par Kim. Dans une déclaration publique le 30 novembre 2024, Kim a souligné que la Corée du Nord soutiendrait la Russie dans ses tentatives de protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, et a publiquement fait le vœu de soutenir la guerre de la Russie en Ukraine. Afin de préserver la crédibilité de Kim vis-à-vis de la Russie et de son public national et de soutenir publiquement l'apparence de puissance de son régime, il a fait cette déclaration percutante lors d'une rencontre avec le ministre russe de la Défense Andrei Belyasov. Malgré la surprise désagréable qu'il a reçue, Poutine doit également faire preuve de force. L'envoi de troupes nord-coréennes contribue à l'image persistante que la Russie n'est pas isolée et qu'elle développe activement des relations avec des nations comme la Corée du Nord afin de former un front uni contre les pressions et les sanctions occidentales. En fin de compte, aucune des deux parties n'admettra les véritables raisons de son comportement, car cela nuirait à sa réputation de force que les deux dirigeants doivent préserver pour rester influents sur la scène internationale. Cette humiliation ne restera toutefois pas impunie, et ce à cause de Poutine. Lui-même ne peut peut-être pas se venger de Kim, mais ses soldats, ils sont pratiquement morts. Il est très probable que la Russie utilisera les forces nord-coréennes comme chair à canon, une tactique visant à survivre à des pertes considérables tout en essayant de surmonter les défenses ukrainiennes par la force brutale et le nombre pur et simple. Cette méthode est typique des stratégies de hachoir à viande que la Russie a utilisées dans un certain nombre de conflits. La Russie peut lancer de grandes attaques par vagues visant à submerger les forces armées ukrainiennes en envoyant des milliers de soldats nord-coréens mal formés sur le front, même si cela signifie que ces soldats doivent être sacrifiés. Ne vous attendez toutefois pas à ce que Kim se soucie de la mort de ses soldats. Même l'envoi de ses soldats dans le conflit en Russie n'est qu'un sacrifice de plus que Kim fait dans sa quête de pouvoir politique et militaire, puisque son régime a toujours considéré ses soldats comme dispensables. En effet, des soldats nord-coréens ont déjà péri en Russie. Dans une interview accordée à l'agence de presse japonaise Kyodo News le 1 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que certains des soldats nord-coréens avaient déjà été tués au combat. Les premiers des rapports de combat avec les troupes nord-coréennes ont été publiés début novembre. Dans la région contestée de Koursk, les troupes nord-coréennes et la 810 Separate Guards Order of Zhukov, Naval Infantry Brigade de la marine russe, ont attaqué les forces ukrainiennes le 5 novembre, comme l'a rapporté le New York Times. Selon des sources américaines et ukrainiennes, le conflit s'est soldé par un grand nombre de pertes nord-coréennes, bien qu'il ait été caractérisé comme une petite rencontre, probablement conçue comme une opération de reconnaissance visant à tester les défenses ukrainiennes. Les deux officiels, qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat en raison de la délicatesse de la situation, ont reconnu que de nombreux soldats nord-coréens avaient été tués lors de cet affrontement, même s'ils n'ont pas donné de chiffres précis concernant les victimes. Même si l'on dispose encore de peu de détails, comme le nombre de morts, ces décès sont les premiers à faire probablement un nombre bien plus élevé de victimes parmi les soldats nord-coréens. Qui va réellement gagner cette bataille? Cet accord aide-t-il Poutine d'une manière ou d'une autre, ou n'a-t-il fait que sceller son sort? Qu'en est-il de Kim? Réussira-t-il vraiment à tromper Poutine? Publiez vos idées dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous.